Françoise Lefebvre, présente. Rémi Zandron. Présent. Nicole Gaget. Présent. Jean-Claude Rollinger. Présent. Evelyne Grignon. Présente. Dominique Danvandeville donne pouvoir, est représentée, donne pouvoir à Rémi Zandron. Daniela Pitescu est représentée, donne pouvoir à Evelyne Grignon. Christophe Fries. Présent. Elisabeth Leculer. Présente. Mehdi Bébarek. Présent. Catherine Bijoux. Présente. Noël Aubry. Présent. Lauriane Célin est représentée et donne pouvoir à Noël Aubry. Gilles Baucher. Présent. Claudine Couder est représentée et donne pouvoir à Françoise Lefebvre. Marie-Angélique Picard est représentée et donne pouvoir à Jean-Philippe Picard. Kébir Machrak est représentée et donne pouvoir à Brigitte Berthaud. Jean-Philippe Picard. Présent. Brigitte Berthaud. Présente. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Secrétaire de séance, donc M. Mébarek et M. Aubry. Point numéro 1, approbation du procès verbal de la séance du 12 janvier 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des remarques? Non. Alors nous passons au vote. Qui est pour l'approbation du procès verbal? Unanimité pour. Point numéro 2, garantie d'emprunt de 3F Seine-et-Marne pour 14 logements. Il est demandé au conseil municipal d'accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 874 000 € souscrit par 3F Seine-et-Marne auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt est destiné à financer la construction de 14 logements locatifs sociaux situés au 25 rue de la Faïencerie. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme au principal de 1 874 000 €, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. Elle est accordée pour la durée totale du prêt. En contrepartie, 20% des logements, soit 3 logements, sont réservés à Rubel. Il est à souligner que si la commune garantit les logements, généralement la CMBS donne à la commune les logements qui lui sont réservés, c'est-à-dire 3 aussi. Je rappelle que cette garantie n'a pas d'incidence sur le budget. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai juste une observation, parce que dans les annexes qui nous ont été envoyées, il est visé une convention, et enfin, c'est la convention, et il y a marqué, là, c'est la première ligne, il est mentionné que le conseil municipal avait délibéré le 7 septembre 2023 sur cette garantie d'emprunt. Moi, j'ai rien vu au 7 septembre. C'est la première. Ouais. C'est la première. Non, il était prévu que nous délibérions, mais nous n'avions pas les éléments nécessaires. Il y a marqué que ça m'a délibéré. Hein. Si vous avez, j'ai pas sorti l'annexe là, mais si tu l'as, vous la voyez pas? C'est sur laquelle? C'est la première. C'est là-dessus. L'opération d'acquisition en VFA de 14 logements collectifs. Non, c'est pas ça. Convention de garantie. Oui. C'est là où il y avait ça. pièces. Vous l'avez, vous le voyez, vous le voyez. On n'a pas Mais c'est pas le même montant. 1 918. On n'a pas délibéré. Si, c'est celui-là. Mais c'est vrai que là, sur Sur la convention, c'est bien mentionné. Adopté le 7 septembre. c'est celui-là, bien mis. La première ligne, C'est la première ligne de la convention. La garantie du service en intérêt et amortissement. On n'a jamais voté le 7 septembre. Le 7 septembre 2020. Oui. Voilà, la garantie. Non, alors, on n'a pas délibéré, Non. mais Oui. 3F a demandé à ce que la commune donne un avis sur la garantie. Oui. Mais nous, on a répondu qu'il fallait que le conseil municipal délibère dans la mesure où c'est comme ça que ça doit se passer. Il suffit Voilà. de regarder le compte rendu. Mais, du conseil du 7. Mais je Voilà. l'ai regardé, hein, je l'ai regardé, Non, on mais n'a on n'a absolument pas pas délibéré, évoqué. on On n'a n'a pas ni délibéré. délibéré ni évoqué le Les sujet. 3F Habitat voulaient Voilà. une espèce de garantie pour qu'on accorde la garantie. Voilà.
Donc on a dit que ça allait passer en conseil municipal. Oui, mais là, il est expressément mentionné qu'on avait délibéré, le conseil municipal a délibéré le 7 septembre 2023. Et donc Oui. non, c'est pas vrai. Non, non, on n'a pas délibéré. Non. C'est ce qui est mentionné. C'est la première ligne, la première phrase de la convention. On leur demandera On peut de modifier la convention. modifier, s'il vous plaît, Modifier la oui, convention, parce puisqu'on n'a pas quelque délibéré. chose qui n'existe pas. Même le montant, c'est là tu. Oui, en plus le montant est différent. C'est ça, c'est pas voilà. C'est moins important maintenant. Absolument. Voilà, c'était ma première observation. Ouais. Est-ce Voilà. qu'on a le montant global des engagements de la commune sur les cautions? Oui, je sais, mais vous savez bien que même s'il se passait quelque chose, on n'aurait pas à rembourser. D'abord, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du logement social qu'une commune soit obligée de rembourser. Et malheureusement, la loi est faite comme ça. Si on ne garantit pas, eh bien, on n'a absolument aucun regard sur les logements. Aucun regard. Déjà qu'avec la garantie d'emprunt, on a un regard un petit peu difficile à porter dans la mesure où nous proposons trois personnes, 3 demandeurs, et après c'est le bailleur qui choisit. Voilà. Et alors si on ne garantit pas, on ne nous demande absolument rien, et le bailleur met qui il veut. Donc là, il ne faudra pas que des parents drubellois ou des enfants drubellois viennent nous dire « moi je veux un logement, je veux être logé », parce que là, on n'aura absolument aucune action, on ne pourra même pas présenter le dossier au bailleur. On a juste le droit de présenter les dossiers, bien sûr, parce que, je répète, après, c'est le bailleur qui choisit. Mais, voilà. Là, ce qui devient inquiétant, c'est la proportion par rapport à notre budget. Non, ça n'a aucun impact budgétaire, il faut bien comprendre. Non, mais je vous donne un exemple. Melun, Oui. ils ont un budget de 120 millions, ils sont garants d'environ 100 millions. Nous, on a un budget de 2,8, et là, on se porte garant sur eux. Évidemment, parce qu'on a construit beaucoup plus de logements conventionnés récemment. Combien? Il a fallu qu'on rattrape notre déficit face à la loi SRU. Voilà. Donc, il a fallu, bien sûr, construire davantage et garantir davantage. On se porte garant sur une somme qui est 7 fois, 8 fois notre budget. Oui, mais ça n'impacte pas notre budget. Et même s'il se produisait quelque chose, en théorie, imaginez qu'un bailleur fasse faillite, ce sont les autres bailleurs qui leur achètent. Et c'est la caisse de dépôt et consignation qui intervient. Donc c'est même pas... voilà. Ouais, ça c'est tout Maintenant, à fait l'argument après vous des votez bailleurs, en votre âme et effectivement. conscience, donc je comprends tout à fait que vous soyez affolé. Mais être affolé, Non, c'est pas affolé. méconnaître les règles. Pas affolé, Voilà. pas affolé. C'est Si, que... Attention. Non, pas affolé. C'est que, si vous vous rappelez Dexia, qui était la banque des collectivités et qui prêtait aux collectivités, Dexia aujourd'hui est au cimetière. Donc Oui. ça arrive des fois, des catastrophes. Voilà. Bah oui, toute catastrophe peut arriver, la terre peut C'est ça. éclater Au aussi, niveau de risque. bien sûr. Bon, Et Par contre, il y a une autre remarque sur la convention. oui, Elle est marquée fait à Paris le 21 juin 2023. C'est-à-dire Oui. avant la délibération, avant Oui, le 7 mais septembre. on a- Il cite le 7 septembre, Il on cite attend le voilà, 21 c'est ça. juin. Alors, je pense C'est pas qu'ils possible. ont Faudrait changer la date. anticipé, parce qu'effectivement, ça fait très longtemps qu'on attend les éléments de 3F, 3F Seine-et-Marne, pour pouvoir le passer au conseil municipal. Donc du coup, ils ont anticipé, ils ont dû nous demander une date de conseil, on a dit celle-là, voilà, en disant notre prochain conseil c'est celui-là, et donc du coup ils ont mis la date. Il a mis le 21 juin en citant le 7 septembre, donc il a réussi à anticiper. Voilà, le En vote. fait, anticiper. Anticiper le vote. J'ai déjà Voilà. donné la Oui, oui. délibération du 7 Notre septembre le 21 juin. Ouais, ouais. J'ai une Donc autre là, il faut changer la date quand même. Ouais. J'ai une autre question, Madame le maire. Vous parlez du droit de regard qu'on peut avoir sur les locataires, mais là, on parle de 14 logements locatifs simplement. Les autres, c'est de la propriété. Ah non, oui, c'est-à-dire que sur les 14 logements locatifs, on peut avoir un droit de regard sur 3 logements qui sont attribués, Et c'est tout. qui sont réservés pour la commune, sur lesquels la commune peut présenter des dossiers. Comme je disais tout à l'heure, souvent la CMBS qui a aussi, parce que la CMBS garantit, on récupère les logements de la CMBS, donc en général ça nous fait 5 à 6 logements. Voilà. Pour lesquels L'engagement on est peut, porte sur la totalité de la construction. Là.
Comment? Et l'engagement, il porte sur la totalité de la construction. Ah bah oui, bien sûr, sur les 4 Sur les ans. Oui, 14 mais logements. je veux dire, le montage est fait comme ça depuis Pas sur les 14. que la loi SRU existe. Oui, je sais. Voilà. Ah ouais, on a déjà parlé. On l'avait voté connaît, pour on connaît. TMH C'est ça. pour un Oui. autre programme. Oui, c'est Pour ça. TMH, pour TMH, on l'avait voté. Oui, et puis Sur un même engagement FSM, qui est enfin plus bon. important. ouais. 7 millions, je crois. Oui, oui. Non, nous, on aurait préféré qu'il y ait une hypothèque, comme c'est le cas pour les particuliers ou pour le commercial. Il faut vous adresser à nos parlementaires et leur demander de modifier la loi SRU. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Ouais. Voilà. Voilà. Mais bon, ça va peut-être pas être très facile. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, nous passons au vote. Donc, qui est contre cette garantie? Donc, 4. 4, voilà. Qui s'abstient? Donc 1. Et qui est pour? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait, je sais pas, je ne vais pas compter. Vous avez compté? Voilà. Alors, le point numéro 3, donc, concerne le passage à la gestion en flux des droits de réservation des logements locatifs sociaux. Et donc, nous n'avons à notre disposition que la convention de réservation avec le bailleur TMH. Donc, la commune bénéficie de droits de réservation de logements locatifs sociaux sur lesquels elle propose des candidats en contrepartie de la garantie financière des emprunts des bailleurs. Donc là, on ne cite que 3 moulins Habitat, puisque les autres bailleurs, pour l'instant, ne nous ont pas encore envoyé de convention. Et il faudra revoter en ce qui concerne les autres bailleurs. Ces droits étaient jusqu'à présent gérés en stock, c'est-à-dire par l'identification précise de chaque logement. C'est-à-dire que chaque bailleur, après la construction, nous attribuait un T1, un T2, 3 T3 ou un T4. Et nous étions obligés de présenter la composition familiale qui correspondait au logement, au type de logement. La loi Elan prévoit la généralisation de la gestion en flux de ces droits de réservation. Donc, c'est-à-dire que désormais, on n'a plus un T3, un T4, mais on a un pourcentage, et ce qui est beaucoup plus facile pour proposer des familles, par exemple, parce que on peut proposer une famille de 3 personnes sur un T4, par exemple, ou un T3, sans qu'on ait vraiment à notre disposition un T3 ou un T4. Voilà. Donc une nouvelle convention de réservation est obligatoirement signée par chaque bailleur et la commune. Et la commune disposera dorénavant d'une part du flux auquel des logements libérés exprimés en pourcentage, et ça ne pourra pas dépasser 20%. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les conventions bilatérales définissant les règles applicables aux réservations de logements locatifs sociaux et d'autoriser le maire ou son représentant à signer ces conventions et leurs éventuels avenants. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Très bien. Alors, nous passons au vote. Donc, qui est contre la signature de la convention? Personne. Abstention? Personne. Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 4. Approbation de la modification du PLU, donc le plan local d'urbanisme. Donc, la commune de Rubel a souhaité engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme. Donc, je rappelle que le PLU, c'est un document vivant qui tient compte de l'évolution de la réglementation générale ainsi que des projets propres de la commune. Donc, je vais donner la parole à M. Zandron qui va nous exposer cette modification. Alors, il s'agit de la modification numéro 1 du PLU qui a été lancée en 2022. Donc, il y a eu des travaux sur cette modification de 2022 à juillet 2023. Les principaux objectifs de la modification sont de limiter l'urbanisation future et de maîtriser le foncier, de compléter les protections patrimoniales existantes dans le centre historique de Rubel,
thématique que paysagère, d'effectuer quelques ajustements réglementaires, notamment la clarification de certaines règles, d'intégrer des évolutions législatives et de réglementation, intégrer des modifications au règlement écrit et graphique, avec la prise en compte de certaines demandes qui avaient été faites en 2022, et aussi des observations du public qui ont été mises lors de l'enquête publique de novembre 2023. Alors, ce que je vous ai donné un document qui est le plan de zonage. Il y a le PLU, il y en a 288 pages. Oui, c'était un peu... Imaginez le travail que ça a été pour l'élaborer. Je sais, 288 pages quand même. Il y a des lectures. Donc en annexe du conseil municipal, effectivement, il y avait le règlement du pays, il y avait le plan du zonage. Donc je vais décrire un peu le plan de zonage. Donc en fait... Tu veux un verre d'eau? Tu veux un verre d'eau? Tu veux un verre d'eau? Non, mais non, Rémi, continue, j'y vais. Donc, je vais transmettre le plan de zonage. Donc, en fait, sur le plan de zonage apparaît une opération d'aménagement de programmation qui couvre la majeure partie du périmètre de la convention FIF, qui est classée selon une nouvelle zone UCR. Donc, sur le plan de zonage, vous voyez la zone de l'OAP numéro 2 en jaune. Donc en fait, sur cette zone, nous avons impliqué un périmètre d'attente du projet d'aménagement global, un PAPAG de 5 ans. En fait, ça laisse le temps à la commune d'établir un projet global qui sera soumis à évaluation environnementale dans le cadre d'une procédure de modification ultérieure du PLU. Alors, on a appliqué cette OAP, donc une nouvelle OAP, numéro 2, pour procéder ultérieurement à un aménagement global. C'est de l'autre côté de la... C'est de l'autre côté du boulevard du Général de Gaulle, c'est ça? Alors, l'OAP numéro 2 s'applique le long de la R10 136, route de Meaux. Ah, c'est route de Meaux, là, d'accord. Donc, c'est l'OAP numéro 2. Il y a les plans. Voilà, ils ont fait toute la zone pour pas qu'ils construisent des Oui, il y a les champs. Non, UF, voilà. UF, c'est la route de Meaux, elle est là. C'est UF, une elle est de nouvelle l'autre zone. côté. Là. Voilà, c'est une nouvelle zone. Je parle de UF, elle est de l'autre côté de la route de Général de Gaulle. Mais je parlais de UF. UF, c'est de l'autre côté de la rue. Oui, la zone UF n'est pas là. Là, on parle du PAPAG. Le PAPAG, c'est le long de la route de Meaux. C'est un périmètre d'attente qui est le long de la route. Donc, on a appliqué un périmètre d'attente le long de la route de Meaux, donc c'est l'OAP numéro 2, dans le but d'aménager ultérieurement les abords de la RD 636 avec des abords paysagers et d'avoir des constructions qui sont en harmonie notamment avec les constructions de la ZAG à Tournoyer. Le but c'est d'avoir des constructions homogènes et d'avoir une entrée de ville cohérente. Donc là c'est une modification assez importante. On a créé aussi une zone UF. On a créé donc une zone UF, donc vous voyez sur le plan de zonage en haut à droite. Donc cette zone UF était anciennement une zone UC. Et en fait cette zone UF a vocation principale d'un habitat peu dense, donc naturel,
avec des règles spécifiques dans le règlement écrit qui correspond au quartier résidentiel pavillonnaire en limite d'espace agricole. Donc en fait, c'est une nouvelle zone. Une nouvelle zone, donc on a voulu plus naturelle, avec certaines règles un peu plus restrictives que les zones UC. Sur le plan de zonage, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Alors, pour la loi P numéro 2, on a créé une zone UCA qui a à peu près les mêmes règles que la zone UC et qui couvre le périmètre donc, de l'OAP et du périmètre d'attente PAPAG de 5 ans. Alors, on a appliqué aussi, comme je l'avais dit, dans les objectifs, on a amélioré, complété les protections patrimoniales, donc bâtis et paysagères. Donc, on a fait un inventaire des bâtis qui seraient remarquables dans le centre de Rubel, dans le village historique de Rubel, et on a identifié 20 bâtis remarquables supplémentaires qui ont été intégrés sur le plan de zonage. C'est des petites étoiles rouges, notamment, enfin, il y en avait déjà 30 initialement, et on a rajouté 20 bâtis remarquables. Et donc, dans le rapport de présentation, on voit ces nouveaux bâtis remarquables. Et on a donc inséré des photos pour chaque bâti nouveau. Les photos, c'est mieux. Donc, c'est dans le rapport de présentation. Ce qu'on a aussi, on a identifié des alignements d'arbres complémentaires, donc 3, notamment un en face du château, ce qu'on appelle l'allée des marronniers. C'est ça. Et 3 arbres remarquables complémentaires aussi, Dans le château. dont un arbre rue de Solers. Alors après, donc si on reprend donc le contenu du dossier du conseil municipal, donc création d'une ou plusieurs notations d'aménagement, donc c'est l'OAP numéro 2, ajout d'une zone UF, ajout de règles pour la nouvelle zone UF, donc des règles qui sont dans le règlement écrit avec un peu plus restrictif que la zone UC. On a interdit des places commandées dans les aires collectives. Alors les places commandées, c'est des places où les voitures sont garées en file, donc une voiture devant l'autre. Donc là, on a interdit ces places commandées pour les aires collectives. On a instauré de la place visiteur dans les opérations collectives pour les zones UA, UC, UD. Alors, en fait, on a instauré donc 0,2 places visiteurs par logement pour les opérations de 4 logements et plus. On a retiré en zone UX, donc c'est la zone d'activité économique, Saint-Nicolas, l'obligation de places closes et couvertes à partir de 5 places. Hauteur de construction, donc sur la zone UC, on a ramené la hauteur au fêtage de 10 à 9 mètres pour éviter d'avoir des collectifs, des bâtiments de hauteur trop importante, donc pour limiter à des bâtiments de R+2. Clôture, donc on a eu beaucoup d'observations concernant les clôtures, donc on a apporté quelques précisions dans le règlement écrit. Et donc on a rajouté la possibilité d'ériger des murs donc en pierre de pays, donc en pierre apparente, ou avec des parements de pierre de pays ou meulière. Donc ça a été rajouté pour la zone UC dans le chapitre clôture. On a un peu mieux encadré l'installation des paraboles et des panneaux solaires, donc dans les zones UA, UB, UC, UD. Donc, en fait,
Donc en fait, le but c'est de mieux intégrer ces moteurs de clim, ces pompes à chaleur, les pompes des piscines et autres moteurs au bâti. Ils ne doivent pas être visibles depuis l'espace public. Ils doivent être posés au sol et masqués à la vue sous les toitures. Donc le but c'est de ne pas avoir un visu de la voie publique sur ces installations. C'est un peu difficile au niveau des trois noyers, hein, avec les maisons serrées les unes à côté des autres et l'absence de clôture devant. Il faut forcément qu'ils mettent à ce moment-là les blocs de pompe à chaleur. Alors c'est sur les côtés des maisons, effectivement. Sur le côté, ils ne peuvent pas. S'ils mettent sur les côtés, on les voit. Oui, on les voit. En général, ils sont montés sur les côtés. Alors des fois c'est masqué quand même par un cache. Pas facile. Quand il y a un habitat très serré comme ça, ça paraît difficile à réaliser quand même. Dans la mesure du possible, il faut oui, c'est ça. Que ça soit pas trop visible. Alors, pour les équipements et réseaux, donc notamment pour l'assainissement, donc on a supprimé la possibilité d'un assainissement non collectif en zone UC, donc avec une obligation de se connecter au réseau. Réduction de la zone UC, par définition, comme on a créé une zone UF qui était UC et une zone UCA qui était UC, donc la zone UF, UC est réduite. Extension de la zone UD de part et d'autre de la RD 636, en fait, c'est initialement ce qu'on voulait faire, mais à la place, on a créé la zone UCA, donc la zone UD est inchangée, en fait. Alors, l'identification des murs à protéger, j'en ai déjà parlé, donc ça fait partie des bâtis remarquables. Identification de l'allée des marronniers, donc ça fait partie des 3 alignements d'arbres qu'on a rajoutés. Donc en fait, il y a eu une enquête publique en novembre, du 16 au 23 novembre, donc avec des observations possibles du public et donc des visites possibles auprès du commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur a fait donc un rapport en décembre, donc avec un avis favorable pour la modification du PLU et de recommandations. Alors la première concernait la circulation des véhicules et piétons, les enjeux de sécurité le long de la RD 636. Donc avec, en fait, ça concernait aussi l'aménagement des abords de la RD 636. Donc on a répondu à cette recommandation avec la mise en place de l'OAP numéro 2 qui donne des règles pour un aménagement global futur. La recommandation numéro 2, c'est de prendre en compte les remarques qui avaient été, les observations qui avaient été émises lors de l'enquête publique. Donc on l'a fait en grande partie, notamment pour les clôtures. On autorisait maintenant des murs en pierre apparente. Voilà, donc en grosso modo, voilà les principales évolutions du PLU. Donc on avait bien sûr initialement eu des avis favorables des personnes publiques associées, donc du commissaire enquêteur aussi. Il n'y a pas eu d'objection du tribunal administratif. Et donc la dernière étape, c'est de délibérer sur cette modification numéro 1 du PLU en conseil municipal. Donc vous l'aurez compris, cette modification envisage un ralentissement de l'urbanisation et une amélioration esthétique de la ville. Je peux parler des clôtures, la modification des clôtures, parce que ce que vous avez envisagé, c'est dans UC et tout ça, c'est pas du tout le style avec les pierres apparentes et tout ça, c'est pas du tout le style des maisons là-bas. De nos maisons, dans Bertagne et autres, c'est pas... Au niveau des clôtures, on a gardé l'existence, c'est-à-dire des grillages avec des haies, des grilles aussi avec un soubassement en pierre avec des grilles dessus, avec un façonnage métallique, donc ça n'a pas changé. Ce qu'on a rajouté, c'est la possibilité d'ériger des murs, mais des murs, on peut dire, esthétiques, c'est-à-dire pas des murs en parpaing avec enduit.
donc des murs avec des pierres apparentes. C'est un rajout qu'on a fait, enfin, puisqu'on a quand même eu quelques demandes quand même de mise en place de murs partiellement le long des clôtures. Alors des murs nus, c'est pas très beau. Et si on multiplie les murs, par exemple, je sais pas, rue des Trois-Moulins, vous imaginez ce que ça peut donner? Je suis d'accord, mais entre ça et les pierres apparentes, vraiment, je veux dire. Bah, Pour rappeler le village. Oui. Ouais. Bah, Il y a des photos de pierre, hein, c'est pas n'importe quelle pierre. Oui, alors dans le règlement, on a mis des photos d'exemples de pierres qu'on voudrait voir, dans la mesure où il y a des murs, mais parce qu'on privilégie quand même le végétal, donc les végétales, avec des grillages ou des grilles. Donc ça c'est un rajout, on n'a rien changé au reste, on a rajouté ça. On a eu quelques demandes. Ce ne sera pas très très simple à mettre à la mise en œuvre, je pense, compte tenu de l'existant. C'est déjà difficile à mettre en œuvre parce que je comprends, hein, les gens sont très occupés par leur travail et n'ont plus la possibilité de tailler les haies et de s'occuper de leurs haies. Mais de plus en plus, on a des demandes effectivement de clôture qui ne demandent aucun entretien. Et c'est un problème. Lorsque tout ce quartier a été fait dans les années 70-80, le cahier des charges, c'était haies végétales. Oui, exactement. Et maintenant, plus personne ne veut faire de haies végétales parce que ça demande un petit peu de courage. Voir ce que ça devient en plus, parce qu'il y en a à certains endroits, ils demandent d'1,50 m sur le trottoir. Donc les gens absolument, oui. Parce que quand ça a été planté, le bornage n'a pas été respecté. Et comme ça date d'il y a très très longtemps, eh bien pour faire comprendre qu'il faudrait faire différemment, c'est très mal vu. Donc, par contre, comme avis personnel, les grilles avec le festonnage métallique derrière, c'est quand même nettement plus moche qu'une clôture pleine en alu, bien propre, bien peinte. Personnellement, ça fait prison, je n'aime pas beaucoup. Il y en a beaucoup des petits murets avec des métalliques. Le goût des grilles, moi les grilles, si tout le monde se met à faire des grilles devant les maisons, ça va. Il y a plusieurs types de grilles, hein. Plusieurs types. Hein. C'est cher. Hein? C'est cher. C'est un coût. Qu'est-ce qui est cher? Le fer forgé. C'est pas forcément fer forgé, hein. Non, pas forcément du Ça fer peut être forgé. en aluminium. Non, mais c'est le principe de la grille verticale. C'est-à-dire que si on aligne les grilles verticales les unes après les autres, ça fait un peu prison quand même. Alors, ce qu'on a aussi rajouté, au niveau des clôtures, ce qu'on a aussi rajouté... Je trouve qu'il y a un peu trop d'exigences de ce côté-là et ce sera vraiment très difficile à s'il y a des clôtures existantes, c'est la possibilité de refaire l'identique. Oui. Donc ça, on l'a rajouté. Hein. Oui. Donc je crois qu'il faut quand même laisser la vie esthétique par rapport à l'environnement aussi, par rapport aux autres maisons qui sont autour, quand quelqu'un fait une demande, de bien regarder autour ce qui est fait pour savoir si ça va être... C'est toujours fait, Gilles. C'est toujours fait. Le problème, c'est que chacun a ses goûts, ses propres goûts, et veut les imposer. Alors si ça serait très très fantaisiste si on donnait libre cours à l'imagination de chacun. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même mettre quelques règles. Oui. Mais bon, si on met trop de rigidité, de toute façon ça ne peut pas se respecter. L'idéal, c'est une haie végétale. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal. Mais bon, ne serait-ce que pour la biodiversité et puis aussi le rafraîchissement, parce que les gens n'imaginent pas la chaleur que peut dégager un mur. Et lorsqu'on se promène sur un trottoir et qu'il y a un mur qui n'est pas du tout végétalisé, parce que bien sûr, on pourrait imaginer un mur avec une glycine ou une ampélopsis qui grimpe, qui retombe, mais généralement, c'est pas ça qu'on fait. On fait un mur brut. Et un mur brut, ça augmente sur le trottoir la chaleur d'au moins 3 à 4 degrés. Voilà. Donc, mais ça, personne ne l'imagine. Voilà. Tout à fait. Mais je pense que dans quelques années, on va en souffrir. Donc, l'idéal, ça reste quand même la haie végétale. Théoriquement, le végétal. Voilà. Et la question de l'entretien, parce que quand on a 40 ans, tranquillement, on taille les haies, mais oui, bien sûr. on arrive à un certain âge, c'est plus compliqué de... tuyas, ça prend un certain temps. Surtout quand c'est des choses qui font pas. Oui, c'est sûr. Bientôt, on pourra avoir accès à des végétaux nains qui ne grandissent pas. Non, il y a certains végétaux qui marchent bien.
Moi, j'ai besoin en face de lui, précédent propriétaire. C'est plus léger. Oui, il y a des choses qui ne grandissent pas trop. Il y a les Voilà. photiniens qui grandissent moins que les... Mais qui se mettent plutôt derrière un muret avec quelque chose, parce que c'est pas épais, et donc tout le monde passe à travers. Parce qu'après, il y a la sécurité qui arrive. Ok, donc voilà les grandes lignes en fait, de modification. Les trous de 15-15 pour les hérissons, quand même. Ça, c'est dit partout. C'est dit partout. C'est dit partout. C'est sympathique. Passage petit. Petite faune, pour le passage pour la petite Petit faune. Mais c'est dans tous les PLU maintenant. Hein. Oui, ben moi, il passe On sous ne le fait pas portail. exception. Hein. Il passe sous le portail. Ouais. Il vient voir le soir. Il passe sur les gaillages aussi. Ouais. Ça passe bien le petit hérisson. Donc en fait, on va décider de l'approbation de cette modification. J'avais 2-3 questions. Oui. Bah, déjà, on a pris le temps de lire les 288 pages. Donc, Vous les avez lues toutes? ouais. Elle était plus Ah, c'est bien. Donc on pourrait en parler pendant très longtemps. Bon. Allez, testez-moi, la page 32. Non, mais dans l'ensemble, pour moi, l'élément le plus important, c'est de ralentir les constructions le long. Alors l'ombre de la RD 636. Donc ça, vous le savez, on l'a dit en commission, on vous soutient complètement dans ce point-là. Maintenant, on vote 16 éléments d'un seul coup sur un seul point. Donc il y en a 2 ou 3 où on aura peut-être besoin de précision. J'ai vu page 66. Au niveau de l'installation des panneaux solaires, vous recommandez d'intégrer les panneaux à l'intérieur de la toiture. C'est-à-dire que ceux qui veulent installer, plutôt que de mettre des rails et de fixer les panneaux par-dessus, c'est-à-dire qu'on enlève carrément les tuiles, et donc il faut refaire l'étanchéité, et on met les panneaux directement dedans. C'est ça. Donc ça, c'est un coût plus important qu'une installation. Mais c'est une préconisation, ce n'est pas une obligation. Donc voilà, c'est toujours, on va toujours dans le même sens. Hein, voilà. C'est d'essayer de faire au mieux. C'est d'essayer de faire au mieux. C'est juste une préconisation. C'est ça. Et vous encouragez aussi les tuiles plutôt que les panneaux. Bah oui, c'est beaucoup plus cher, mais voilà. Je veux dire, on encourage, on n'oblige pas, mais on suggère, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ces techniques-là. Donc c'est une proposition. Après, Donc ça ne va pas ralentir les dossiers où non, ils sont sur absolument pas. des poses de panneaux classiques. Non, Non, non. ce sont Mais des c'est- recommandations. voilà, ce sont des recommandations. Ce serait. D'accord. Dans l'absolu, c'est ce qui serait mieux. Oui, ce serait mieux. Oui. Non, Mais sur rail, c'est pas le cas. C'est ça. Ok. pas une obligation. Ça modifie on va dire, le calcul de rentabilité pour entrer dans son coût. Parce que si on met sur rail, on peut être sur 10, 12 ans, 15 ans pour entrer dans ses frais, alors que si on est sur une intégration, là on part sur du 20, 25 ans, voire pire, avant de rentrer dans ses frais. Quoi. Mais bon, comme vous dites, ce n'est qu'une recommandation. Mais ce sont des C'est noté, recommandations. c'est noté. Alors, page 77, j'ai vu portail maximum 3 mètres. Est-ce que ça s'applique seulement aux nouvelles constructions ou vous le faites également pour Non, il y a des 4 mètres suivant, ça dépend de la zone. ceux qui Ça dépend de la rénovent? zone. Ça dépend de la zone, c'est 4 mètres, voire 5 mètres. Alors ça dépend des zones, effectivement. En zone UC, c'est 4 mètres. Oui. En zone UA, je crois que c'est 3 Il y a 5 mètres sur la zone qui est au bout, sur la zone agricole. C'est 5 mètres. Alors, je ne sais plus combien. En zone UC, par En exemple, général, 4 4 mètres, mètres, vous avez 4 c'est large. Donc, ceux qui ont déjà 4 mètres, qui décident de casser pour refaire, ils peuvent garder 4 mètres. Oui, Tout à fait. Voilà, C'est- ok. on peut refaire à l'identique. On peut refaire à l'identique. Oui. Et ça, on l'a mis à chaque fois. Chaque fois. D'accord. Ok. J'ai juste une c'est pas terminé. Non, allez-y. Une petite coquille à la page 56. Dedans, 56, corrigé sur les, de les quel surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables. De quel document? Sur l'annexe là, annexe de modification du PLU. De règlement ou Celui qui fait 288 pages. Donc en fait, je vais dire, c'est qu'à un endroit, il y a un coefficient d'imperméabilisation inférieur ou égal à 65% en rouge, 40% en vert. Côte à côte, les deux chiffres, par rapport à la surface de l'unité foncière. Pour quelle zone? Ça, c'est avant page 55. C'est pas dans les zones, c'est avant. C'est avant le détail des zones. C'est dans le rapport de présentation? C'est dans le rapport de... Je vais revenir dessus.
Page 56 du document qui a été envoyé. Après, le document, il y a plusieurs documents. En fait. Donc, c'est une partie qui est difficile à comprendre parce que derrière, il y a toute nouvelle construction, installation doit justifier d'un coefficient de biotope supérieur ou égal à 0,5. J'ai découvert le coefficient de biotope. Et quand j'ai été voir la formule, c'est compliqué. Hein. J'ai dit bon, je laisse tomber. Non, mais c'est un coefficient de oui, mais il y a je ne sais pas combien de systèmes. C'est un peu compliqué, c'est pas très facile. Voilà. Donc sur cette page-là, il y a un 65 rouge, 40 vert, donc je suppose que ça doit être le coefficient d'imperméabilisation compris entre 45, 40 et 65%, mais c'est pas clair. Ah oui, d'accord, je vois. Tu le vois? Oui. C'est pas très clair. Oui, ça n'a pas été corrigé. Ça n'a pas été corrigé. Voilà, en fait, le vert, c'est la nouvelle valeur. Ça, c'est la nouvelle valeur, d'accord. C'est l'ancienne. Et en fait, on réduit le coefficient d'imperméabilisation. Oui, c'est tout à fait. C'est l'étape intermédiaire. Oui. Maintenant, c'est 40%. C'est 40%. Voilà, donc les 65, il faut les On se demandait par rapport à l'allée des marronniers, pour quelle raison vous avez fait le lien avec l'article L151-23? C'est parce qu'il y a une infraction au code de l'urbanisme? On n'arrive pas à comprendre la phrase. Parce que l'article L151-23, c'est justement l'absence de dépôt de déclaration préalable constitue une infraction aux règles d'urbanisme. Donc on se demandait pourquoi avoir fait le lien de l'allée des marronniers avec cet article. Avec l'identification de l'allée des marronniers. Parce que si on a bien compris, cette allée des marronniers, c'est dans le château. C'est l'allée du château, c'est la grande allée, l'allée des marronniers. Non, c'est en face du château. C'est allée rue de Solers. C'est en face du château. D'accord. De côté de la rue. Ouais. Une grande allée avec des marronniers. C'est bon. C'est bon, on peut faire la référence parce que c'est alors effectivement, on fait référence à l'article L151-23. Il parle de l'absence de déclaration de travaux. Non, mais il parle aussi il peut identifier, le règlement peut identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites. Oui. Dans l'article L151, c'est donc c'est normal de passer. Ok, ça marche. Ouais, ici, ils l'ont pas mis. Ah non, tiens, c'est là. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres observations, remarques. Moi, j'ai pas été au bout de 280 minutes. Ouais. Arrêté à 5e. Ça se lit bien devant un film. Comment? Ça se lit très bien devant un film. Ah, ça se lit bien. Non, par contre, j'ai regardé les cartes. Il y a des cartes et tout ça. J'ai regardé les eaux du Seine, c'est dans lesquelles j'habite pour moi. Il faut connaître les règles. Oui. Mais ça fait quand même beaucoup de zones et beaucoup pour s'y retrouver. Bon, quelqu'un qui consulte, en particulier qui consulte le PLU. Il faut déjà savoir dans quelle zone on habite. Oui. Et ensuite, on se concentre sur cette zone. Voilà. Il y a des règles effectivement spécifiques à chaque zone qui ne sont pas les mêmes, qui sont des fois beaucoup. Bon, le mieux qu'ils viennent à la mairie pour se renseigner. Oui, alors, absolument, c'est ce qu'on leur dit. Alors, il faut savoir que les documents, une fois l'approbation, on les mettra à disposition sur le site. Donc, il y aura le règlement écrit, le plan de zonage, le rapport de présentation et les OAP. Donc, OAP numéro 1, c'est une existante, c'est la trame verte et bleue, qu'on n'a pas touché, et on a rajouté donc l'OAP numéro 2. Une remarque ou une question? Non, alors nous passons au vote. Donc, qui est contre la modification? Je répète ma question. Qui est contre la modification? Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur, vous avez voté? Non, on s'abstient. Abstention. Tous sont d'accord. Donc 4 abstentions et le reste. Alors, le point numéro 5 concerne des travaux d'éclairage public. Donc, je vais passer la parole à M. Rollinger.
Ça va être un peu plus simple. Donc, point numéro 5, concernant les travaux de réseau d'éclairage public pour 2024. Dans le cadre du projet de rénovation énergétique 2024, la commune de Rubel, avec le concours du SDES, du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne et de la région Île-de-France, nous allons remplacer 169 points lumineux énergivores. Donc, ce sont des points lumineux avec des ampoules incandescentes. Donc, par des LED dont la consommation électrique est environ inférieure à 80%. Nous aurons donc 100% d'éclairage public en LED sur plus de 600 points lumineux. On va reprendre les armoires, puisque chaque armoire concerne plusieurs points, plusieurs rues, donc plusieurs points lumineux. Il faut savoir que pour l'exemple d'armoire numéro 4, on va changer un seul point lumineux en LED rue des Vertagnes, à savoir que rue des Vertagnes, il n'y a pas qu'un seul point lumineux. Donc là, on en remplacera qu'un. C'est-à-dire que la rue des Vertagnes, il y a déjà des points lumineux, et il y en a un qui est HS, donc on en remplacera qu'un. L'armoire numéro 2, on a 15 points lumineux remplacés, allée des Pinsons, rue des Fauvettes, allée des Éperviers et allée des Hirondelles. Armoire numéro 3, 7 points lumineux, boulevard Charles de Gaulle. Boulevard Charles de Gaulle, c'est un peu spécifique puisqu'il y a 3 armoires différentes. Armoire numéro 4, donc un point lumineux rue des Vertagnes. Armoire numéro 6, 32 points lumineux, boulevard Charles de Gaulle. Armoire numéro 7, 12 points lumineux, encore boulevard Charles de Gaulle. Armoire numéro 8, 2 points lumineux, route de Meaux. 5. 2. Ah, il y en a 5. Armoire numéro 9. Il y a 57 points lumineux, rue de la Faïencerie, allée du temps perdu, je ne vais pas retrouver. Cours du parc, rue du Château, rue de Solaire, c'est le parc Saint-Exupéry. Armoire numéro 10, 6 points lumineux, rue des Roses. Armoire numéro 11, 37 points lumineux, boulevard Charles de Gaulle, encore une fois. Rue de Parlin, rue des Mulets, rue des Trois Moulins. On a donc au total 169 points lumineux. Coût total de l'opération TTC, avant subvention, 177 564 €. Donc TTC. Subvention maximum du SDES, 35 000 €. Aide de la région, 44 391 €. À savoir qu'il ne faut pas dépasser 50% de subvention, sinon on perd les 35 000 € du SDES. Dans notre cas, nous n'y arrivons pas. Soit un total de subvention et d'aide de 79 391 €, soit 44,72%. Pour la commune de Rubel, nous allons donc payer 98 173 € TTC, soit 55% 28 du montant total, dont 29 594 € de TVA récupérable dans 2 ans. Ce qui nous fait, avec la récupération, un total de 68 579 €, soit le coût de l'opération totale, 38%, 70 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, nous passons au vote. Il y a une petite coquille dans les cartes. En TTC, on est passé à 1 77 000. Il y a un zéro en trop. Il y a un zéro en trop. Donc nous passons au vote. Qui est contre cet aménagement? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 6, actualisation du règlement de la restauration scolaire. Donc, je passe la parole à Christophe Frise. Alors, concernant le règlement intérieur de la restauration scolaire de la commune de Rubel, il a été proposé de faire une modification. En fait, c'est dû à des modifications qui sont mises
Un constat qui a été fait ces derniers mois, en fait, entre la communication entre les parents d'élèves et la municipalité sur des incompréhensions, ou en tout cas des précisions à apporter concernant la restauration et le règlement intérieur. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder donc, ce règlement. Les modifications qui ont été apportées sont de petites modifications, mais qui ont quand même une importance. La première modification, c'est la procédure pour l'annulation de repas. Et notamment, en fait, c'est dans le cadre de l'absence d'un enseignant. Il a été constaté que certains parents, à partir du moment où l'enseignant de leur enfant n'était pas là, était absent, et que c'était annoncé le matin, le jour même de l'absence, les parents en fait réclamaient un remboursement ou une non prise en charge si leur enfant n'était pas à la restauration scolaire. Sauf qu'il y a des procédures qui sont mises en place qui expliquent que pour pouvoir annuler un repas, il faut qu'il y ait une démarche à faire, il y a un délai et que ce n'est pas le jour même, c'est un peu tardif. Donc il y a une précision qui a été apportée, ça a été encadré, que vous trouvez au niveau de l'article 6. Dans le cas d'absence d'un enseignant, les enfants sont pris en charge à l'école, les repas non décommandés dans les délais sont donc facturés. Ça précise que dans le cadre de l'absence, voilà, les parents, même si leur enfant n'est pas présent, le repas de leur enfant sera facturé. Voilà. D'autres modifications concernent l'article 8 sur le traitement médical des énergies des accidents, et notamment ce qui porte sur le protocole d'accueil de l'ID appelé le PAI. Les parents fournissent un PAI en début d'année à l'école, donc à M. Mocor, donc à la partie scolaire. Sauf que souvent, les PAI concernent aussi la restauration scolaire. Ça va être par exemple des enfants qui viennent à l'école avec un régime alimentaire, donc ils ont un menu, un repas qui est apporté par les parents eux-mêmes. Parfois, ça concerne aussi des problèmes d'allergie et il faut que la municipalité en soit informée. En fait, les parents considèrent qu'à partir du moment où ils fournissent le PAI à l'école, la municipalité est également au courant. Alors que non, il faut que, et ça a été rajouté dans la fin du petit paragraphe sur le PAI, il faut que impérativement ce PAI soit fourni à la municipalité avant que l'enfant puisse être reçu au restaurant scolaire. À partir du moment où un enfant est accueilli au restaurant scolaire, s'il y a un problème d'allergie et que nous ne sommes pas avertis par les parents, si on n'a pas de PAI, nos animateurs, les personnels qui sont présents ne sont pas du tout au courant. Donc ça a été précisé parce qu'effectivement, parfois les parents considèrent que les PAI qui sont fournis à l'école nous sont transmis, alors que pas du tout. Voilà. Il faut absolument que les PAI soient transmis et aux scolaires et aux périscolaires, donc à la municipalité. Autre point, c'est sur les règles de savoir-vivre. Donc l'article 11, il a été rappelé également à la fin de l'article 11. Bien évidemment, les règles de savoir-vivre s'appliquent aux élèves dans le cadre du périscolaire, de la restauration scolaire, vis-à-vis du personnel encadrant, vis-à-vis de nos animateurs, vis-à-vis du personnel de la cuisine, etc. Mais il est aussi rappelé que les règles de savoir-vivre s'appliquent également aux parents dans leurs échanges avec le personnel municipal, quel qu'il soit, que ce soit lors d'un échange verbal ou écrit, car bien évidemment, il a été constaté assez régulièrement que des parents manquaient un petit peu de politesse et de savoir-vivre avec le service administratif qui malheureusement fait très bien son travail, notamment concernant des impayés, et il s'agissait quand même de rappeler aussi que les règles de savoir-vivre s'appliquent non seulement par le biais du téléphone, lors de rencontres verbales, mais aussi dans les échanges d'emails. Voilà. Et bien évidemment, ce règlement intérieur est signé par les parents, fourni à la municipalité dès lors que l'enfant s'inscrit à la restauration scolaire, donc dès le début de l'année. Donc à partir du moment où ils ont signé, ils sont au courant de ce règlement, ils doivent s'y tenir, notamment en règle de savoir-vivre. Voilà. Et donc ce règlement intérieur, s'il est validé ce soir par le conseil municipal, sera mis en place à partir de la rentrée septembre 2024. Voilà. J'ai pas très bien compris le premier point, parce que un enseignant qui est malade le matin, les parents le savent le matin. Oui. Donc si l'enfant est déjà inscrit à la cantine le midi, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir, si vous voulez, vous pouvez avoir des enseignants qui ont la possibilité de prévenir via
via Internet, sur le... voilà. Ah oui, en fait, c'est pas le matin même. En fait, si, vous pouvez très bien avoir des parents, vous pouvez avoir des enseignants qui préviennent les parents le matin, entre 7h et 8h, on va dire. Et donc les parents doivent immédiatement... Avant 10h. C'est ça. Voilà, ils doivent avertir la municipalité. Et le souci, c'est que on peut nous aussi être avertis, la municipalité peut être avertie tardivement. Et puis, il faut savoir, c'est que vous avez une mauvaise habitude, je dois le reconnaître, au sein de l'équipe enseignante, mais pas que de l'école de Rueil, généralement, où on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai manque de remplaçants. Donc, vous pouvez avoir des enseignants qui préviennent les parents, écoutez, monsieur un tel ou madame un tel est absent, est-ce que vous pourriez garder votre enfant à la maison, puisque voilà, on a des classes surchargées. Légalement, ils n'ont pas le droit. Un enfant, un parent amène son enfant à l'école, que son enseignant soit absent ou pas, l'enfant est pris en charge. L'enfant doit être accueilli à l'école. Tout à fait. Voilà. Il faut savoir, c'est qu'il y a un mot d'ordre, c'est qu'aujourd'hui, chacun est responsable de ce qu'il dit, mais clairement, légalement, on n'a pas le droit de refuser un enfant, de faire comprendre à un parent ce que vous pourriez le garder. Donc, à partir du moment où l'enfant est accueilli, il s'est pris en charge. Maintenant, vous avez effectivement des parents qui apprennent à 8h30 quand ils viennent déposer leur enfant, écoutez, l'enseignant de votre enfant n'est pas là, est-ce que vous pourriez garder? Ok, très bien. Puis les parents, déjà, qui s'occupent de comment je vais faire, je vais au travail, mon enfant, etc. Le temps passe, ils oublient d'annuler, ils préviennent par la municipalité. Et, voilà. Et sachant qu'en plus, vous pouvez très bien aussi avoir un enseignant qui est absent, à 8h30, le directeur, M. Mocor, avertit l'inspection, j'ai un enseignant absent, on ne le prévient pas tout de suite, et à 10h, 10h30, il peut avoir un remplaçant qui va arriver pour prendre en charge la classe. D'accord. Voilà. Donc, il y a cette difficulté aussi de se dire, voilà, donc à partir du moment où, en fait, la précision, c'est de rappeler aux parents que même dans le cas d'une absence d'un enseignant, il y a une procédure à respecter. À partir du moment où les parents respectent la procédure, la non prise en charge du repas de leur enfant est respectée. À partir du moment où ils ne respectent pas la procédure, dans ces cas-là, ils devront payer le repas, même si leur enfant n'a pas payé. Il ne faut pas oublier que ce repas réservé a un coût pour la municipalité aussi. Oui, mais c'était sur le délai du matin. Enfin, voilà. C'est la difficulté parce qu'on sait très bien. C'est juste, quand même. Voilà. Il y a un temps. On sait très bien, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous coucher le mercredi soir. Et le jeudi matin, vous avez passé une très mauvaise nuit. Le jeudi matin, vous n'y arrivez pas, vous ne pouvez pas aller au travail. Et vous prévenez, voilà, très tôt le matin, certes, mais vous prenez, entre guillemets, on peut se casser le pied le matin. Voilà. Ça peut arriver. Ça peut, oui. Voilà, tout peut arriver. Vous avez le délai très bref, c'est ça. Exactement. Tous les enseignants de Rueil une précision là-dessus. C'est pour ça. Mais normalement, l'enfant doit être accepté à l'école. C'est ça, il y a une prise en charge, voilà, c'est pour ça. Oui, parce que je peux comprendre, en fait, je peux comprendre aussi. Je suis enseignant, je suis papa, je peux comprendre qu'à un moment donné, quand vous avez l'enseignant de votre enfant qui vous avertit, même la veille au soir, demain je serai absent parce que ça ne va pas, enfin, voilà, vous pouvez prendre la décision de garder votre enfant, c'est peut-être plus simple que de vous dire je vais mettre mon enfant, mais il va être placé dans une classe, il ne va pas nécessairement travailler, enfin bon, chacun prend ses responsabilités, donc je peux le comprendre. Maintenant, il y a quand même une procédure, bon, si vous devez, si vous ne la respectez pas, vous devez payer le repas, c'est surtout ça. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le règlement? Très bien, alors on passe au vote. Qui est contre ce règlement, ce nouveau règlement? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Unanimité pour. Le point numéro 7 concerne aussi l'école. Il s'agit de la tarification du restaurant scolaire à compter de la rentrée scolaire 2024. Alors, concernant donc la tarification de la restauration scolaire à compter de la rentrée donc, de cette année, de septembre 2024, de la rentrée scolaire 2024-2025, les tarifs actuels
était de 4,50 € par enfant et par repas pour les enfants rubellois inscrits, dont le repas avait été réservé, de 5,90 € par enfant et par repas pour les enfants extérieurs, non rubellois, dont le repas avait été réservé. Et également, ce même prix, un tarif de 5,90 € pour les enfants rubellois non inscrits au restaurant scolaire, dont les parents n'ont pas respecté donc les prescriptions de réservation et qui donc auraient bénéficié de la restauration scolaire. Ce sont les prix actuels et la municipalité a décidé de ne pas modifier ces tarifs, donc de laisser à compter de la rentrée de septembre 2024 l'application des mêmes tarifs, c'est-à-dire ceux que j'ai énumérés, 4,50 €, 5,90 € et 5,90 € de pénalité. Voilà. C'est-à-dire ce que nous proposons et le Conseil va décider. Oui, non, voilà, c'est ce que nous proposons. La municipalité propose en fait, voilà, de ne pas modifier ces tarifs. Donc c'est la commune qui absorbe l'augmentation. Oui. Il n'y a eu très peu d'augmentation. Il n'y a pas beaucoup. Donc, oui, c'est ça. Lors de la dernière commission des menus, le prestataire Augustin a précisé qu'effectivement, il avait vu une légère augmentation des coûts de sa part, mais que alors, parfois il y avait une légère augmentation des coûts par rapport à des choix que lui avait fait, notamment en matière, je sais que la dernière fois, il nous a expliqué pour le pain. Voilà, pour le pain, il avait changé de fournisseur. Il avait vu une légère augmentation. Mais en fait, la légère augmentation que lui a pu subir, il ne l'applique pas pour l'instant. C'est une évolution qualitative, hein. C'est du pain bio, l'augmentation est liée à la qualité des produits. Donc il n'y a pas de surcoût pour la mairie à l'heure actuelle. Donc ce que nous attendons surtout des parents, c'est qu'ils payent régulièrement la cantine. C'est ça. Voilà, nous n'augmentons pas, mais en échange, nous demandons quand même. Ça rejoint une demande que je voulais faire. Quel est le montant des impayés? J'ai vu que ça avait réduit au niveau des impayés, ça avait réduit. Mais il est de combien? Les impayés sont de combien actuellement? Alors, j'ai pas le chiffre exact. On a un chiffre qui a été fait sur la période de septembre-octobre. En fait, sur ce qu'on appelle la P1, la première période de l'année scolaire. On est sur à peu près 1 200 € d'impayés sur cette période-là. D'accord. La baisse, pour vous donner une idée, sur la même période, les années précédentes, c'était plutôt 1 000 € par mois. Donc, on est plutôt sur 2 000 €. Donc, grosso modo, là, on est à peu près à 800 € de moins. Donc là, en fait, ce qui a été appliqué depuis maintenant un an, il y a eu depuis la rentrée de cette année, donc septembre 2023, il y a eu un contrôle qui a été fait sur les familles qui avaient de lourds impayés. Voilà. Et la décision a été en fait de les avertir, d'exclure, de retirer leur enfant de la restauration scolaire jusqu'à un minimum, au moins un remboursement partiel des impayés. Et des familles qui avaient un certain nombre d'impayés, pas trop conséquents, mais un certain nombre, il a été décidé de les avertir qu'il s'agirait quand même de penser à les payer. Sinon, la municipalité se réserve le droit de retirer leur enfant. Au droit, en fait, du règlement intérieur qui spécifie ce droit à la municipalité. Et on a vu effectivement une nette amélioration des impayés. Il y a eu une baisse de ces montants-là. Et surtout, ce qui est quand même aussi à noter, c'est que certains impayés, il y a eu des remboursements qui ont fait. Il y a eu des paiements qui ont été faits. C'est ça, c'était sur les arrière-plans. Puis des échéanciers. Exactement. Il y a eu une vraie prise en charge. Donc, il y a des rentrées d'argent. Après, on sait que malheureusement, il restera les impayés qui partiront vers le tour. Mais on voit une nette amélioration. Je pense qu'on pourra faire un vrai bilan à la fin de cette année scolaire sur une année complète, comparativement à l'année précédente, pour voir l'impact que ça peut avoir. Pour l'instant, la première impression est plutôt positive. Alors, je ne vous dis pas que tout est merveilleux, mais il y a quand même une amélioration. Après, effectivement, on peut toujours améliorer, mais je pense qu'on sait très bien que le 0 impayé, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Non, alors nous passons au vote. Donc, qui est contre cette tarification? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Le point numéro 8 concerne encore la restauration scolaire, mais cette fois pour les élus, les agents municipaux et le personnel extérieur, toujours pour 2024-2025, Monsieur Prise. Alors,
Là, donc, il concerne la tarification concernant les repas pour les agents de Ruel, à l'exception des repas fournis gratuitement aux agents qui, en raison de leur fonction, seraient amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec là où les personnes donc, ils ont la charge éducative, sociale et psychologique. La tarification actuelle était de 5,70 €. Nous proposons en fait de maintenir ce tarif à 5,70 €. Concernant le tarif prix coûtant pour la commune, il est de 10,50 € par repas pour les élus et le personnel extérieur, enseignants, animateurs, qui souhaiteraient prendre leur repas à la restauration scolaire de l'école de Ruel. Et là encore, la proposition est faite de maintenir ce tarif de 10,50 € comme les autres tarifs qui ont été proposés. Voilà. Des questions? Est-ce que ça concerne beaucoup de personnes? Non, très peu. Voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre. Très peu de personnes. Il n'y a pas, Très de peu dans la maman qui mesure vient à la où cantine, le à la restauration. personnel- Aucun enseignant. Il n'y a aucun enseignant. Non, Aucun mais enseignant. Aucun dans la mesure où le personnel extérieur ne peut déjeuner qu'à partir de 13h30, puisqu'il faut qu'il n'y ait plus d'enfants. Donc c'est un petit peu difficile avec les horaires de travail. Finalement. Mais en fait, de toute façon, je ne pense pas que la question n'est pas liée au tarif, puisque les animateurs n'ont pas cette possibilité. Enfin, ils ont la possibilité, mais du fait des horaires, du fait de leur responsabilité sur le temps scolaire, ils ne déjeunent pas sur le plan de la restauration scolaire, ils pourraient déjeuner après. Et la plupart des enseignants prennent l'habitude soit de déjeuner, d'amener leur propre repas, soit de déjeuner chez eux. Voilà. Parce que la plupart habitent assez proche de l'école. Voilà. Mais même si la tarification aurait été différente, ça ne changerait pas grand-chose. Ce que je peux comprendre en tant qu'enseignant, de ne pas souhaiter manger au restaurant scolaire à midi, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Voilà. C'est bien de faire un break. Même si la cantine est très bonne, la restauration scolaire est très bonne, mais quand même. Voilà. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Donc, qui est contre cette tarification? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, pour unanimité pour. Point numéro 9, toujours du scolaire. Donc, actualisation de la charte scolaire pour 2024-2026. Monsieur Transport scolaire. Une modification, une mise à jour en fait, de la charte scolaire est proposée ce soir au conseil municipal. La dernière modification date de 2 ans, 2022. Cette modification en fait, porte essentiellement sur le montant des subventions allouées par la municipalité à l'école. Alors notamment pour les moyens budgétaires, la partie sécurité où le personnel n'a pas été modifié, on reprend juste en fait ce que la municipalité met à disposition en termes d'agents communaux ou du personnel pour notamment les ATSEM. Pour les moyens budgétaires, le point 1, donc c'est l'allocation faite par élève qui est de 32 €. Ce montant n'est pas modifié, il n'y a aucune modification. Alors, je précise, c'est qu'il est, en fait, il est indiqué un montant par élève. D'un point de vue du budget pour la municipalité, on raisonne en fait d'un point de vue plus global, sur une enveloppe globale. Étant donné que les effectifs de l'école de Ruel évoluent que très très peu, il y a une toute petite évolution, mais c'est de l'ordre d'un maximum d'une dizaine d'élèves, on n'est pas sur un montant très différent, donc on a décidé de maintenir l'allocation de 32 €. La vraie modification en fait, porte sur l'allocation concernant le transport scolaire. Comme vous le savez peut-être, les transports scolaires, il est de plus en plus difficile d'obtenir des transports scolaires. Le prix des transports scolaires a fortement augmenté. Cette allocation, en fait, cette subvention était de 6 000 € précédemment. Nous avons décidé de l'augmenter, nous avons proposé de l'augmenter à 7 000 €, sauf sortie piscine. C'est-à-dire que les sorties piscine, ça rentre dans un cadre pédagogique, c'est une obligation. La municipalité doit s'engager, quoi qu'il arrive, à prendre en charge le transport pour aller sur le temps de piscine.
Là, on parle vraiment de transport scolaire dans le cadre de sortie scolaire. Sortie scolaire. Voilà, de sortie scolaire, autre que piscine, sortie au musée, sortie au château, etc. Voilà. Donc la modification, c'est d'augmenter cette subvention parce que bien évidemment, ça bénéficie à l'ensemble de l'école, à toutes les classes, mais on prend aussi en compte le fait que les transports augmentent et qu'il est quand même beaucoup plus difficile de trouver les transports. Toujours d'un point de vue subvention, dans la partie 5, sur les subventions pour les classes transplantées, 10 classes découvertes, la subvention était de l'ordre de 5 000 €. Il a été proposé donc de baisser ce montant à 3 000 €. Alors, pourquoi? Parce que il y a de moins en moins de projets de classe D, de classe transplantée, et ça ne bénéficie pas à l'ensemble de l'école. Ça ne bénéficie qu'à une voire deux classes sur l'école. Donc vous savez, l'école est pourvue d'un grand nombre d'élèves, d'un grand nombre de classes, et les montants sont assez faibles. Donc plutôt que de, là encore, subventionner pour peu d'élèves, on a décidé, comme je l'ai dit précédemment, d'augmenter en fait les allocations pour le budget transport, plutôt que sur les classes transplantées. Il est précisé que dans le cadre, s'il n'y avait pas de projet sur une année scolaire de classe transplantée, ces 3 000 €, c'est précisé juste en dessous, ces montants-là en fait pourraient être utilisés pour tout autre projet sur l'école, que ce soit du matériel, des travaux, mais aussi pour du transport. C'est-à-dire que le montant de 3 000 € peut très bien être utilisé sur une année scolaire et s'ajouter aux 7 000 € déjà subventionnés par la mairie, ce qui ferait une subvention globale de 10 000 €. Et là encore, cette subvention bénéficie à l'ensemble de l'école, maternelle et élémentaire compris, alors que les classes transplantées, ce ne sont que les élémentaires. Il est très très rare d'avoir des classes maternelles qui font des classes transplantées. Voilà. On s'est jamais rencontré cette situation. Donc là encore, l'idée est quand même de subventionner et d'aider pour l'ensemble de l'école. L'an dernier, il n'y en a pas eu L'an dernier, je crois qu'il y en a eu. Cette année, ils ont un projet de 2 jours pour aller au Futuroscope. Je crois qu'on est sur une enveloppe autour de 10 000 €, je crois. Le transport compris. Voilà. Mais aujourd'hui, les projets de classe découverte, de classe transplantée sont assez difficiles. C'est des déjà, il faut savoir que c'est un projet administratif qui est assez lourd à monter. Obligatoirement, il faut le présenter à l'inspection. Parce que nous, la municipalité propose de subventionner. Mais un projet de classe découverte doit obligatoirement être validé par l'inspection. Donc si au mois de septembre, M. Mocor nous dit nous avons un projet de classe découverte pour aller quelque part, on peut effectivement nous dire ok d'accord, on va vous subventionner. Si on apprend plus tard que le projet a été retoqué par l'inspection et qu'il ne peut pas avoir lieu, voilà. Donc les classes transplantées aujourd'hui c'est un dossier qui est assez lourd, assez conséquent et surtout les budgets peuvent être aussi difficiles et en fait les sites pour s'installer, pour installer les classes sont de plus en plus difficiles à trouver parce qu'il en existe de moins en moins. Ça coûte trop cher aux municipalités en fait. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de diminuer cette subvention pour privilégier le transport. Et aussi, le dernier financement qui a été modifié, c'était pour le spectacle de Noël, le point 3 du Grand 5. Le financement d'un spectacle de Noël était de 1 500 €. Il a été augmenté à 2 000 €. Voilà. Souvent, il y a un spectacle de Noël qui est organisé en fin d'année civile, au mois de décembre, pour les classes de maternelle. Voilà. Sachant qu'on a aussi, là encore, beaucoup d'élèves de maternelle. Donc il est important d'avoir une meilleure subvention parce que on a quand même un certain nombre d'enfants et s'il manque de subvention, parfois toutes les classes, en tout cas tous les élèves, ne peuvent pas assister à ce spectacle. Il faut aussi noter que la difficulté, c'est que sur l'école de Rubel, on a beaucoup de classes à double niveau. Donc, moi je le précise notamment pour les classes transplantées, les classes découvertes. C'est-à-dire que si vous voulez faire partir, par exemple, des CM1, et que vous avez des CM1, CM2, vous avez des CE2, CM1, en fonction de la répartition des élèves, comment
comment les enseignants s'organisent, qui part. Est-ce que les CE2, CM1, toute la classe s'en va? Est-ce que ce n'est que les CM1? C'est aussi une difficulté. Donc les classes double niveau, je peux comprendre la répartition pédagogique de l'école de Ruel, mais ça pose aussi parfois problème pour l'organisation des classes transplantées. Voilà. Sur quels sont les élèves qui vont être choisis. Parce que imaginez un enfant de CE2 dans une classe CE2 CM1 et qui voit ses petits camarades de CM1 partir et pas lui, parce que c'est les CM1 qui partent et pas les CE2, parfois ça peut générer des frustrations. Voilà. Donc il faut, c'est aussi une organisation. Quand vous avez des classes sec, un niveau sec, c'est plus facile. Là, c'est la difficulté aussi. Voilà. Sinon, le reste de la charte n'a pas été modifié. C'était surtout au niveau des subventions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On a le total de la subvention donc pour l'école. Oui, ça fait en tout. Ça fait un peu, ça fait 12 si on compte là, j'ai fait un petit calcul rapido. Ça fait 30 000 € avec les hors piscine. Hors piscine, bien sûr. Hors piscine. C'est un budget à peu près constant. On est à peu près sur 18 000, un peu moins de 18 000 € d'allocation par élève, l'allocation rentrée, les fameux 32 €, à peu près sur 18 000 €. On a pris une fourchette large, parce qu'on a pris une fourchette de 550 élèves. Moi, j'ai voilà, non mais voilà. On a préféré prendre une fourchette assez large, compte tenu que on sait qu'on a eu des effectifs assez conséquents. Et si on y ajoute le reste des montants, oui, on est à peu près sur une fourchette d'à peu près 30 000 €. Voilà. Plus, bien sûr, la précise. Là, la même chose. Les fournitures. Là, plus les fournitures. Plus les fournitures, les papiers. Là, on est que sur. Il y a 25 à 30 000 € de plus. Oui. Là, on est que sur les allocations pour les élèves. Les achats, pour les élèves, pour les achats de fournitures scolaires faits par les enseignants à la fin d'année pour la rentrée scolaire. Et après, tout ce qui concerne le transport. Bien évidemment, on s'y a ajouté tout ce que nous coûte l'école à côté en termes de personnel. À peu près de 7 €. Je tiens d'ailleurs à préciser que normalement, quasiment à 50%. Tout à l'heure, on en parlait un petit peu. Il y a eu des commissions qui ont été faites au mois de janvier. Pour l'instant, il n'y a aucune décision ni d'ouverture ni de fermeture sur l'école. Les effectifs n'ayant pas évolué, il n'y aura pas de modification. On a au moins cette chance-là de ne pas avoir ce qu'on a connu des années beaucoup plus difficile. Non, moi je voulais dire par rapport aux classes D, je trouve un peu dommage de baisser le budget quand même, parce que c'est un souvenir qui reste. Les élèves, ils en parlent 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ils se rappellent du ski, ils se rappellent de... Voilà, donc 2 000 € à l'échelle de la commune, c'est... Le problème n'est pas tant ce qu'on y met, mais c'est qu'il n'y a pas de classe D. Il n'y en a pas, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Oui, mais si on ne budgète pas, ça leur donne pas envie de... Il n'y a pas beaucoup de projets. Moi, je vais vous donner un comparatif. Dans l'école où je suis, il y a un projet de classe découverte. La subvention allouée par la commune est moindre que celle de Ruel. Pourtant, la commune a beaucoup plus de moyens qu'elle. Elle a beaucoup plus d'écoles, elle a beaucoup plus de moyens. Mais effectivement, il y a sur l'ensemble des écoles de la commune de Damary, il y a très peu de classes découvertes qui sont proposées. Et quand il faut monter des projets, on est vraiment obligé de compter au centime près. Nous, par exemple, là sur le projet, nous qui partons, c'est pas ma classe qui part, mais j'ai 2 collègues qui partent, j'ai demandé aux parents de verser 200 € pour le participation, tout en sachant qu'il manque à la fin, pour l'instant, il manque encore 3 000 € et qu'il faut trouver les financements. Donc en fait, vente de messagerie, vente de crêpes, vente de gâteaux, toutes les ventes possibles, tout ce qui peut être vendu et qui permet d'avoir des rentrées. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est vrai, c'est que on a une enseignante qui est assez motivée chaque année, qui a envie de proposer des projets. Elle voit qu'au fur et à mesure des années qui passent, c'est très compliqué parce que le dossier administratif est de plus en plus conséquent. Et puis en plus, il faut que ça rentre vraiment dans le cadre d'un projet pédagogique qui est en lien avec le projet d'école. Donc, en fait, même avec un projet pédagogique fort intéressant, là ce soir au Château de la Loire, c'est l'inspection qui a le droit de mettre son veto et de dire, sachant qu'en plus, là
on est vraiment dans le cadre scolaire. Un projet de classe transplantée, là encore, le mot d'ordre, c'est que tous les enfants y participent. Une inspection peut valider un projet, mais par exemple, là, il y a 50 élèves qui sont censés partir. Au-delà de 5 absences, l'inspection mettra son veto et n'autorisera pas la sortie, la classe transplantée. Parce qu'elle considère qu'il y a 10% d'absence et qu'au-delà, ça n'a plus aucun intérêt. Donc, en fait, on peut faire bénéficier un certain nombre d'enfants, mais parfois par choix des parents, tout simplement par besoin, parce que les montants demandés sont trop chers. Vous avez des parents qui ne peuvent pas, qui ne souhaitent pas laisser leur enfant partir en classe transplantée. Et la classe transplantée est refusée par l'inspection. On peut rajouter quand même que cette charte scolaire a été faite avec les enseignants. Donc, c'est en accord avec eux qu'on a fait ça. Parce que déjà, l'an dernier, ils avaient pris le budget de la classe découverte pour faire des sorties. Voilà, c'est ça. Donc, pour faire autre chose. Sorties journalières. Voilà, c'est ça. Okay. Ils sont d'accord avec ça, en fait. De toute façon, chaque année, on pourra, si jamais il y a un projet qui se dessine, ça pour peut l'an être prochain, on pourra le revoir. Voilà. Ce sont des vases communicants. Chaque année, on le revoit. Voilà. De toute façon. Absolument. Donc, si jamais il y a un projet qui se dessine pour l'an prochain, on pourra à nouveau modifier les subventions. Bien sûr. De toute façon, parce que là, c'est une glissade de l'un vers l'autre. Les subventions peuvent être revues chaque année. On a connu des années avec des évolutions d'effectifs assez conséquentes. Donc, de toute façon, on n'est pas fermé. La charte évolue elle aussi. C'est ça, s'il y a un vrai projet. D'accord. Voilà, il n'y a plus de questions. Très bien. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre cette charte? Qui s'abstient? Qui est pour? 2 abstentions. 2 abstentions aussi? Non. Non? D'accord. Pour. 2 abstentions et reste pour. Très bien. Eh bien, nous avons épuisé l'ordre du jour. Au niveau des questions diverses, le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 4 avril 2024. Je vous informe qu'il y a une enquête publique sur le schéma directeur de l'Île-de-France environnementale, le SDRIF-E, donc qui sera enquête publique qui sera close le 16 mars 2024. Elle a commencé le 1er février. Et il y a une plateforme sur laquelle vous pouvez aller qui s'appelle registre-numérique.fr-SDRIF-E. Ensuite, je vous rappelle qu'il y a les élections européennes, on a encore le temps, mais bon, voilà, c'est le 9 juin, 9 juin 2024. Et si vous souhaitez tenir une permanence de bureau, il faut vous rapprocher de Monsieur Étienne. Je vais laisser Madame Gaget annoncer la pièce de théâtre, le Salon des Arts. Oui, donc dimanche à 17h, nous avons une pièce de théâtre. Un air de famille, c'est une pièce de Bakri Jaoui qui nous est donnée par la compagnie du Proscenium. Du Damier, pardon. Voilà. Donc vous êtes bienvenus. Ça commence à 17h. Voilà. Et le week-end du 15, 16 et 17 mars, il y a le Salon des Arts de Rubens. Donc, vous êtes aussi invités à venir, si vous voulez, le jeudi soir. L'exposition sera installée pour venir donner votre avis sur le prix de la municipalité. Voilà. Le jeudi soir. Le jeudi soir. Oui, parce que nous, oui. 14, vendredi 15. Non, non, parce qu'on installe le jeudi. On installe le jeudi, voilà. Et le vendredi, l'école normalement passe, le vendredi matin et le vendredi après-midi, pour donner le prix de l'école Fabrici. Et on remet le prix de la municipalité et le prix de l'école Fabrici lors du vernissage, sur lequel vous êtes tous invités, le samedi. Et le prix du public est décerné le dimanche après-midi. Voilà. Et je rappelle que demain soir, nous avons une commission d'animation à 17h pour justement, on
en parler. Et puis donner le film pour le cinéma en plein air qui aura lieu cette année le 23 août à Rubel, normalement. Si on l'a. Si on l'a. Si on l'a. Si vous m'acceptez, alors je viendrai. Voilà. Moi, je voudrais évoquer un sujet, Madame le maire. C'est la future maison des associations en face de l'école. Parce que lors de vos vœux, la commune, du temps de Rubel, au Rubellois, vous avez évoqué des travaux qui seraient envisagés en septembre. J'imagine que c'est le parking. Bon, alors moi à ce stade, je ne sais pas, vous devez avoir un projet sur. Vous avez déjà quelque chose dans la tête, un projet? Oui, depuis longtemps. En fait, vous avez constaté qu'autour de l'école, il y a beaucoup de voitures, que le parking qui normalement devrait être réservé aux parents est encombré dès le matin. On a 5 voitures à peu près, et que ça pose gros problème, bien sûr, et pour les parents, et pour les riverains de la rue des Trois Moulins. Donc, une solution pour désengorger le parking, c'est de faire un parking sur le terrain de la maison des associations, enfin, qui sera, j'espère, un jour, à la maison des associations, de façon à ce que tout le personnel communal et enseignant puisse dégager le parking, qui va être mis en zone bleue, une fois qu'on aura une solution de stationnement. Donc les premiers travaux à être réalisés seront ceux-là. Par la suite, lorsque nous aurons le budget nécessaire, on pourra envisager quelque chose. Alors, à moins qu'on trouve des tas de bénévoles qui viennent bricoler. Exactement. Voilà. Parce que je rappelle tous. C'est l'affaire des Rubellois. Et oui. Je pense que c'est un projet qui doit se penser pas seulement au niveau parking, puis maison, puis machin, etc. Parce que le parking, si on envisageait de raser cette maison, parce que je ne sais pas si en l'état, elle peut être gardée. Il faut savoir que raser une maison, c'est 30 000 € quand même. Voilà. Elle peut être gardée et bricolée, parce que je ne sais pas quelles associations vous envisagez là-dedans, comment vous l'envisagez, mais je pense que c'est une réflexion qui doit être menée avec tous les Rubellois. C'est quand même la maison des associations, la maison pour entre guillemets. Donc, je fais un appel aux bricoleurs. Parce que je rappelle quand même que la salle Émile Trélat a été construite de toutes pièces par un comité des fêtes. C'est un hangar qui a été récupéré dans les années 65, 70 à peu près, peut-être avant. Et donc, elle a été construite par des Rubellois. Voilà. Donc là c'est vrai que financièrement, on ne peut pas porter la réfection totale de la Exactement, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient prêter la main pour débroussailler, Alors là, avec le parking, ça va être... Ça a été déjà pas mal nettoyé par les services techniques. Voilà, c'est un projet qui pourrait être soumis et... Médiatiser, le faire savoir. Je pense qu'il faudrait un peu communiquer avec l'ensemble de la population sur ce sujet-là. Je ne sais pas si faire que le parking... Vous savez tout de même que désormais, de nos jours, il y a énormément de normes, qu'il y a des contraintes, qu'il y a des tas de contrôles à faire, et que c'est beaucoup moins facile que dans les années 60. Bien sûr. Où on pouvait faire comme on voulait. Non, mais il y a toujours un maître d'œuvre de toute façon que vous prenez pour ce. Bien sûr. Donc il faut que les gens, quand même, qui sont bénévoles, soient dirigés par quelqu'un. Mais voilà. On va peut-être avant mettre en place un groupe de travail ou quelque chose. Mais je pense que ça serait. Autour du projet. Mais quel est le projet ou des associations? Quelles associations vont être là-dedans? Alors, les associations très peu réclament un local, vraiment. Donc souvent les associations demandent une pièce pour se réunir, voilà. Donc là on les prête volontiers, on prête la salle du conseil, on prête la salle Pavlik, on prête la salle Émile Trélat, donc ça c'est pas trop un souci. Maintenant n'importe quelle association peut aller là-bas, faire un roulement, je veux dire, on est ouvert à tout, on est ouvert à tout. C'est pour ça que ça nécessite une réflexion, je veux dire, avant même de commencer les travaux du parking, pour pas, parce que si on bricole un petit parking là, et après qu'on enlève là... Non, le parking restera, je tiens à le signaler quand même, strictement municipal.
Et Oui, nous non, aurons non, la mais main ça, sur le parking bien parce que sûr. le parking est fait, j'allais dire vraiment pour libérer Ah les oui, riverains ça, de la c'est une rue évidence Trois-Moulins, qu'il parce faut- que c'est il faut et puis dégager des la- rues adjacentes parce qu'il y a Ouais, des voitures ouais, partout, ouais. donc c'est quand même très ennuyeux pour les gens. Hein. Donc là vraiment c'est pour organiser le stationnement au niveau de l'école, autour de l'école. Oui, mais même les modalités du parking, voilà, il faut le penser avec... Non mais ça c'est voilà. Il y a des gens qui connaissent ça, il y a des gens qui connaissent très bien. Et on peut quand même en parler. Enfin, On je sais peut en pas, parler, on peut mais avoir je veux des- dire, il y a des entreprises qui savent faire ça et comment faire. Oui. Plus que vous et moi, vous Non, mais avocats pour un seul ophtalmo. Donc, Est-ce qu'on ne peut pas en parler quand même avant on peut en mis, parler avant, parce qu'il y aura bien sûr des commissions de travaux, mais pour l'instant, le budget n'est pas voté. C'est ça. Le budget n'est pas voté, donc il ne faut pas trop en parler avant que le budget soit accepté, parce que vous pouvez très bien au budget dire bah non, nous on ne veut pas de ça, et puis voilà, et auquel cas on ne pourra pas faire les travaux. Donc il faut que le budget soit voté, c'est la première condition, et ensuite on fait une commission de travaux pour en parler, mais commission de travaux qui ne, vous savez que les commissions ne décident pas de ce qui va être fait, la commission peut proposer, et il faudra bien sûr avoir l'idée de gens qui savent, qui ont la connaissance quand même de ce qui peut être fait au niveau parking. Bien sûr. Voilà, très bien. Merci. Eh bien, la séance est levée. Merci à vous. Merci.